Et voici revenu le temps de l'inflation. Durable ou pas, la hausse des prix ces derniers mois est bien réelle et atteint des niveaux jamais vus depuis longtemps. Songez qu'aux États-Unis, la hausse annuelle des prix des biens et services a atteint 6,8% en novembre 2021. On n'avait pas revu un tel niveau depuis juin 1982. Il est donc de circonstance de s'intéresser aux risques que fait peser l'inflation sur le pouvoir d'achat et surtout aux moyens de s'en prémunir. Allez, voyons ça d'un peu plus près. L'inflation est définie comme une hausse durable du niveau général des prix sur le marché des biens et services. Elle est mesurée par le taux de croissance d'un indice des prix à la consommation. Cet indice des prix à la consommation, IPC en abrégé, est une moyenne pondérée de prix des biens et services qui sont consommés par les ménages. Nous passons sur la question de savoir si le panier de biens et services retenu pour le calcul de l'indice représente bien la consommation des ménages en moyenne. Ce qui nous intéresse est ici de savoir comment on peut se protéger du risque inflationniste. Mais commençons par définir ce qu'est le risque inflationniste. Le risque inflationniste est le risque que la valeur réelle d'un investissement, d'un actif ou d'un flux de revenus soit réduite par une inflation plus forte qu'attendue. On sait déjà que l'inflation réduit le pouvoir d'achat de la monnaie au fil du temps. C'est ce qu'on appelle aussi la dépréciation ou l'érosion monétaire. Mais si vous avez sous-évalué le taux d'inflation futur, la réduction du pouvoir d'achat sera plus importante que prévu. C'est ça le risque inflationniste. Prenons un exemple. Si vous disposez de 100 € en début de période et que l'inflation sur la période considérée est de 3%, la valeur réelle de vos 100 € en fin de période sera de 100 divisé par 1,03, soit 97,09 €. Cela signifie que ces 100 € en fin de période ne valent que 97,09 € en monnaie constante et que par conséquent, ces 100 € ne vous permettront pas d'acheter la même quantité de biens en fin de période, mais une quantité inférieure. Dit autrement, pour vous acheter la même quantité de biens et services qu'en début de période, il va vous falloir 3 € de plus en fin de période en raison de la hausse de leur prix sur la période. En fin de période, 100 € représentent ce qu'on appelle la valeur nominale et 97,09 € la valeur réelle. La valeur réelle d'un montant M quelconque sera toujours inférieure à la valeur nominale en période d'inflation et supérieure en période de déflation. Pour lutter contre cette dépréciation monétaire due à l'inflation, on peut investir ces 100 € afin qu'ils nous rapportent un rendement. Si le taux de rendement est de 4% sur la période, le pouvoir d'achat des 100 € investis va alors s'accroître d'environ 1%. Le pouvoir d'achat reste constant si le taux de rendement correspond à l'inflation et diminue d'environ 1% si le taux de rendement n'est que de 2%. En remplaçant ces valeurs numériques par des variables, l'équation peut s'écrire ainsi. M0 étant le montant de départ, M1 sa valeur réelle en fin de période, I le taux de rendement nominal et Pi le taux d'inflation sur la période.
La valeur nominale de M0 en fin de période est égale à M0 que multiplie 1 plus I ou à M1 que multiplie 1 plus pi. Si on fait le rapport entre la valeur finale M1 et la valeur initiale M0, on obtient par conséquent le taux de rendement réel noté R sur la période. Cette équation est appelée équation de Fisher du nom de l'économiste américain Irving Fisher. Elle relie taux de rendement réel, taux de rendement nominal et taux d'inflation. Cette équation peut aussi s'écrire sous la forme suivante, qui exprime le fait que le taux nominal est égal au taux réel plus le taux d'inflation et le produit du taux réel et du taux d'inflation, soit Rpi. Dans le cas où R et pi sont relativement petits, cette équation se simplifie en I égale R plus pi, qui est la version approximative de l'équation de Fisher. Le taux de rendement nominal est donc approximativement égal au taux réel plus l'inflation, et le taux réel est égal au taux nominal moins l'inflation. Il s'agit toutefois d'une équation ex post, c'est-à-dire qu'elle est établie à partir des valeurs connues de taux d'inflation et de taux de rendement nominal. Toutefois, a priori ou ex ante, on ne sait pas quel sera le taux d'inflation sur la période. Le taux réel ex ante est donc égal à la différence entre le taux nominal et le taux d'inflation espéré ou anticipé. Le risque inflationniste provient du fait que le taux de rendement réel constaté en fin de période peut être inférieur à celui que vous espériez en début de période en raison d'un taux d'inflation supérieur à vos attentes. Autrement dit, le risque que le taux réel ex post soit inférieur au taux réel ex ante. Imaginez que vous achetiez une obligation à taux fixe qui délivre un coupon de 3% par an, que vous anticipiez un taux d'inflation sur l'année de 2%, votre rendement réel ex ante sera donc de 1%. Si, ex post, vous constatez que le taux d'inflation a été de 4%, votre rendement réel sera négatif de 1%. Vous aurez donc perdu du pouvoir d'achat alors que vous pensiez en gagner. Pour être immunisé contre une variation du taux d'inflation, il ne suffit donc pas de construire un portefeuille d'actifs tel que le taux de rendement nominal anticipé de celui-ci soit supérieur au taux d'inflation anticipé. Il faut également que le taux de rendement nominal suive l'évolution du taux d'inflation de telle façon que le taux de rendement réel que l'on cible reste constant. Autrement dit, il faut que la variation du taux d'inflation soit compensée par la variation de même sens du taux nominal. En langage mathématique, on dira que delta I doit être égal à delta pi ou que le rapport delta I delta pi doit être égal à 1. À cette condition, le taux réel R est insensible aux variations du taux d'inflation pi. La limite de cette expression, lorsque delta pi tend vers 0, est la dérivée de I par rapport à pi. Si par exemple, vous voulez que votre portefeuille d'actifs vous rapporte 3% en termes réels, quelle que soit l'évolution de l'inflation, il va vous falloir investir dans différentes classes d'actifs en ajustant les pondérations de telle sorte que, d'une part, le taux de rendement nominal espéré du portefeuille soit supérieur de 3% au taux d'inflation anticipé, et d'autre part que cet écart de 3% se maintienne quelle que soit l'évolution de l'inflation. Donc que delta I soit égal à delta pi, ou que leur rapport soit égal à 1. Ce rapport delta I sur delta pi est la sensibilité du rendement nominal I du portefeuille considéré à une variation de l'inflation pi. Pour constituer un tel portefeuille, c'est-à-dire un portefeuille immunisé contre l'inflation, il faut donc connaître au préalable le rapport delta I sur delta pi de chaque classe d'actifs. Ce rapport est établi à partir d'une régression linéaire simple reliant le rendement nominal de l'actif et le taux d'inflation.
Le coefficient bêta, appelé bêta d'inflation, mesure la sensibilité du rendement nominal d'un actif aux variations de l'inflation. Par exemple, un bêta de 3 indique que le rendement nominal de l'actif augmentera de 3% si l'inflation augmente de 1%. Et donc un bêta de 1 signifie que le rendement nominal de l'actif augmentera de 1% si l'inflation augmente de 1%. Alpha est le taux de rendement nominal si le taux d'inflation est nul, et epsilon est la part du rendement qui n'est pas expliquée par l'inflation. Une fois que l'on a les bêtas d'inflation de chaque actif ou classe d'actifs, on peut combiner ces actifs pour constituer un portefeuille dont le taux de rendement réel devrait rester stable dans le temps, autrement dit dont le bêta d'inflation est proche de 1. Le bêta d'inflation du portefeuille, bêta P, est la moyenne pondérée des bêtas d'inflation des N actifs contenus dans le portefeuille. En faisant varier le poids W de chaque actif J dans le portefeuille, on peut ainsi ajuster le bêta du portefeuille. Toutefois, il y a 3 difficultés. Tout d'abord, la pondération initiale de chaque actif dans le portefeuille évolue avec la valorisation relative de l'actif, si bien que la composition doit être régulièrement réajustée pour maintenir le bêta du portefeuille constant. Par exemple, si je décide initialement d'allouer une somme à hauteur de 60% sur les actions et de 40% sur les obligations, et que la valeur de ma poche action progresse de 30%, ma part action va passer de 60% à 66,1% dans le portefeuille. Je devrais vendre des actions à hauteur de 6,1% de la valeur du portefeuille et utiliser cette somme pour acheter des obligations afin de rétablir la répartition initiale de 60-40. C'est gérable, mais si les marchés bougent souvent de façon significative, cela peut engendrer beaucoup de mouvements de rééquilibrage du portefeuille et par conséquent des frais importants. Ensuite, les bêtas sont différents selon le régime d'inflation dans lequel l'économie se trouve. Par exemple, dans une étude récente de S&P Global Research, les auteurs de l'étude ont calculé les bêtas d'inflation de plusieurs classes d'actifs selon 3 régimes d'inflation. Un régime dit de basse inflation où l'inflation est inférieure à 1,5%, un régime de moyenne inflation où l'inflation se situe entre 1,5 et 2,5%, et un régime de forte inflation où l'inflation est supérieure à 2,5%. D'après cette étude, les matières premières ont le bêta d'inflation le plus élevé en régime d'inflation moyenne et forte. Si vous voulez construire un portefeuille avec un bêta de 1, il va falloir par conséquent déterminer quel sera le futur régime d'inflation. Enfin, troisième difficulté, les bêtas ne sont pas stables dans le temps. Si, par exemple, on calcule le bêta d'inflation sur des périodes de 5 années glissantes entre 1997 et 2021, on voit que le bêta varie quelle que soit la classe d'actifs concernée. Si vous voulez construire un portefeuille avec un bêta de 1 qui soit relativement stable dans le temps, vous devrez le recalculer régulièrement et procéder à des ajustements dans votre portefeuille en cas de dérive significative, c'est-à-dire repondérer les classes d'actifs qui composent votre portefeuille afin de retrouver un bêta de portefeuille égal à 1. En résumé, l'investisseur doit surmonter 3 difficultés pour maintenir dans le temps un bêta d'inflation égal à 1. La variation du poids relatif des actifs composant le portefeuille, l'incertitude quant au futur régime d'inflation et l'instabilité des bêtas. Pour ces 3 raisons, il sera nécessaire de procéder régulièrement au recalcul du bêta du portefeuille et d'ajuster le poids relatif des actifs le composant afin de maintenir un bêta proche de 1 et d'être ainsi immunisé contre les variations de l'inflation. Pour terminer, voici un exemple de portefeuille constitué à partir des classes d'actifs indiquées dans le tableau. Les poids de chaque actif dans le portefeuille ont été ajustés de façon à obtenir un bêta de portefeuille proche de 1 et un rendement nominal égal à 5%. Dans l'optique d'une inflation attendue à 3%, le rendement réel serait donc de 2%, et ce, quelles que soient les variations de l'inflation. Du fait des limites indiquées précédemment, il sera nécessaire d'ajuster régulièrement le poids des actifs dans le portefeuille pour maintenir un bêta d'inflation à 1 ou à un niveau proche, afin que le rendement réel attendu ne soit pas trop affecté. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous invite à consulter les références qui sont indiquées dans la partie description de cette vidéo.